D'ailleurs, je crois que c'est le premier moment dans ma vie où mon père a vraiment compris ce que je faisais. Si t'es pas mort, envoie plus fort. Là, j'étais pas mort, donc j'envoyais plus fort. Mauvaise idée, parce qu'on arrive en 2022, et là, crise d'anxiété. Plein milieu d'un coaching, je me rentre un peu dedans, et là, je m'effondre. Et je me retrouve avec cette sensation d'être au milieu de l'océan, de nuit, en train de me noyer. Il me diagnostique un ulcère de 7 mm. L'étape d'après, c'est le cancer de l'estomac. J'ai 32 ans, j'ai fait un ulcère, un cancer, non merci. Ta tête, elle te dit quoi? Je dis j'arrête. Ton cœur, il dit quoi? J'arrête. Ton ventre, il dit quoi? J'arrête. Et il me dit mais pourquoi t'arrêtes pas? J'ai aucune idée. On capte que j'ai une addiction à ce que j'ai appelé plus tard le syndrome du sauveur sacrificiel. Et en fait, il y avait cette image judéo-chrétienne du Christ qui se sacrifie pour laver les péchés. Et je me dis c'est mes 33 ans, il n'y a pas de hasard. Et je décide de les fêter en 3 fois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je suis un malade. Bonjour, je me présente, Adrien Delopaoli, j'ai 34 ans, je suis né à Lyon avec des origines un peu mélangées puisque du côté de ma mère je suis brésilien-allemand, du côté de mon père je suis français. Pourquoi je dis ça? Parce que ce mélange de culture, en fait on le retrouve dans la boîte que j'ai créée en 2014, De Rigueur, qui était une pionnière de la fashion tech, donc mélange entre la mode et les nouvelles technologies. À ce moment-là, donc on est en 2008, moi j'ai 18 ans, je fête à peine mes 18 ans, et la maison familiale elle est dans l'Ain, à Belay, donc petit bled de 10 000 habitants, et c'était un été où on faisait un grand ménage de printemps, et là je tombe sur un sac à main qui appartenait à mon arrière-grand-père. Et ce petit sac qui ressemblait au sac du petit Nicolas, tu vois, avec les 2 fermoirs tuques, limite il y aurait la petite règle qui sortait, enfin vraiment... trop mignon, cuir de chèvre, 0 marque à l'intérieur. Et moi, je tombe amoureux de ce petit sac. Et du coup, je décide de l'emmener avec moi et de faire ma classe préparatoire avec. Et j'ai plein de retours sur ce sac. Les gens me disent, mais trop mignon, où est-ce que tu l'as trouvé? Et comme j'avais pas de marque dedans, je me dis, bah, why not remonter une marque qui serait inspirée de ce sac à main qui en fait s'appelait le Bézanville. Et j'étais mort parce que le Bézanville, quoi, c'est vraiment le truc à l'ancienne. C'était le sac de mon arrière-grand-père qui servait effectivement à ça. C'est-à-dire que quand, à l'époque, dans les années 40, les gens vivaient essentiellement en campagne, venaient en ville avec leur nécessaire de toilette pour faire leurs petites affaires dans les bordels aussi à l'époque. Et donc, ça a gardé ce nom, le Bézanville. Et donc, je me suis dit, bah tiens, comment on remet au goût du jour ce sac pour répondre à des problématiques très simples qui étaient des problématiques de ranger des trucs dans des poches, donc poche de veste, poche de pantalon, donc sac à main pour homme. C'était ça l'idée de base. Fin de prépa, donc je me retrouve sur les entretiens, les oraux d'admissibilité à l'EDEC, et donc je leur raconte cette histoire. Je leur dis, bah voilà, j'ai envie de monter une marque de maroquinerie, tac, tac, et ça prend super bien. Donc je commence mes années d'études, je rentre dans une association entrepreneuriale aussi, où je vends la même histoire, et personne ne me croyait. Tout le monde me disait, ouais, génial ton histoire, ok, on veut bosser avec toi, mais personne pensait que j'allais vraiment aller jusqu'au bout, tu vois. Et donc, mon Master 2, je le fais en entrepreneuriat. Le sujet de thèse, c'était justement ce projet de boîte. Et donc, je décide de monter la boîte à la fin des études. Et la conception de la boîte, elle a duré à peu près 9 mois, tu vois, un truc entre apprendre... parce qu'en dernière année d'études, je faisais des allers-retours chez un artisan du Nord à Saint-Amand-les-Eaux. Donc, l'école est à Roubaix. Je vais à Saint-Amand-les-Eaux, c'est à côté. Et j'apprends tout ce qui est travail du cuir, la main du cuir, choisir une finition, donc agneau... veau, vachette, tu vois, j'apprends vraiment aussi comment monter, comment couper, comment piquer, comment finir aussi, la teinture tranche, les bords filetés. Vraiment, je deviens simili-artisan, tu vois. Et donc, c'était oufissime parce que j'adore le travail de la matière. Et ça m'a mis à peu près 9 mois, on va dire, entre le moment où je me lance vraiment et le moment où la boîte est créée. Et en fait, ces 9 mois, c'est marrant, tu vois, je sens vraiment comme... une envie de donner naissance, tu vois. À ce moment-là, il y avait un truc qui se passait au niveau viscéral, qui était l'envie de porter un projet. Je me dis, c'est marrant, cette sémantique, elle est très proche de celle de la maternité. Et pourquoi 9 mois? Enfin, c'est vraiment improbable. Donc, porter un projet, ma boîte, c'était mon bébé. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de sémantique qui est intéressant à creuser là-dedans. Et moi, à la base, donc, je lance, quand on fait notre thèse de master, on était à 3 avec Jérôme et Manon. Manon part reprendre des études d'ingénieur à Paris. Et Jérôme, du coup, on monte ensemble et on se fait une répartition à 90-10. C'était mon projet. Lui, il avait plus envie de se greffer. Il avait d'autres trucs à côté.
Et il se trouve qu'au bout de 6 mois, on sort de l'école parce qu'on était à l'incubateur là-bas, et il me dit, frère, j'ai reçu un coup de fil de Warner qui me propose un contrat d'éditeur. Et lui, il chantait, tu sais, il mettait des vidéos de lui sur YouTube. Il a cartonné. C'est devenu Broken Back, je sais pas si vous connaissez. Et donc, voilà, c'était mon associé initialement. Et donc, lui, il a vécu sa vie sur les routes de France et de Navarre en mode chanteur. Et moi, j'ai continué sur ma vie d'entrepreneur. Et en fait, on a eu des évolutions très parallèles. Et on s'appelait de temps en temps pour se donner des nouvelles, se dire, bah toi, t'en es où? Et moi, Et donc, création officielle, donc août 2014. Et on fait le lancement avec les petits Frenchies à Paris. Ils étaient hyper trendy à ce moment-là. Donc, on fait le lancement. Et moi, très vite, je me dis, tiens, c'est la période de Bleu de Chauve, Paul et Marius. Il y a beaucoup de marques de maroquinerie qui sortent à ce moment-là. Et je me dis, comment je fais pour sortir du lot? Et je me dis, bah attends, on est au 21e siècle, tout le monde a un téléphone portable dans sa poche. Comment on fait pour marier et l'élégance de la maroquinerie traditionnelle française et le besoin de fonctionnalité du 21e siècle lié au téléphone portable? Et donc, je me dis, bah tiens, pour garder l'élégance, la praticité, on va développer un système de recharge de téléphone par induction électromagnétique. C'était une techno qui sortait en 2015. Et on va l'intégrer dans de la maroquinerie pour pouvoir recharger ton téléphone directement dans ton sac. Et donc, je bosse avec un bureau d'études à Lyon, Ayrton, très cher. Bon, ça se passe bien. Et on présente une première collection au CES à Las Vegas. Et donc ça, c'était en janvier 2016, la fameuse année Macron et ministre de l'économie, cette teuf de... Et ben, j'y étais. En fait, j'étais à cette teuf. C'était très chouette. Je reviens du CES avec mon équipe. Donc à la base, j'étais avec Elodie et Walid, vraiment les tout débuts. Elodie, c'était ma première ingénieure. C'est de l'époque où moi, je sors d'école et je me dis, j'ai besoin d'une ingénieure. Je vais chercher une ingénieure. Et en fait, je comprends pas qu'il y a différents types d'ingénieurs. Tu sais, des ingénieurs en mécanique, en électronique. Tu sais, j'avais pas capté. Mais super belle collab ensemble. Trop kiffé bosser avec Elodie. Et donc, en revenant en France, je fais une soirée à Paris à l'Exception, qui était un concept store qui vendait nos produits. Et à cette soirée, je rencontre Jérôme Dreyfus. Jérôme Dreyfus, le créateur de la marque éponyme, qui à ce moment-là, donc je crois qu'il fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, un truc comme ça. Et il me dit, ouais, le truc que tu as développé là, ce que je lui présente, hein, il me dit, c'est ouf, c'est exactement ce que je veux faire. Il me dit, vas-y, fais-le pour moi. Et du coup, premier projet B2B, c'était première fois que d'une petite marque un peu galérienne, hein, on avait lancé un crowdfunding, on l'avait foiré, enfin vraiment pas facile, même si l'aventure américaine, toujours ça me des paillettes. Mais en fait, derrière, c'est quand même plus compliqué en termes d'opération et de réalisation. Et donc là, premier projet B2B, beau chèque, et on lance la collection Push My Buttons chez Jérôme Dreyfus. Trop belle collection, mais pas très pratique. Donc on n'en fait pas des 1000 et des 100. Mais derrière, ça ouvre à une nouvelle collab chez Lancel, puis Lacoste. Lacoste, d'ailleurs, c'était marrant parce que j'y vais avec ma stagiaire à l'époque, Marine, et j'y crois pas du tout, tu vois, à Lacoste. Parce que je me dis, nous, notre focus, c'est les marques plutôt luxe. Vraiment, il n'y a pas la place de mettre de l'innovation dans du premium ou dans du middle moyenne gamme. Et là, donc, chez Lacoste, je dis à Marine, vas-y, c'est toi qui fais la presse. Je l'avais préparée, un chat. Et je vois qu'au fur et à mesure, elle se décompose. Tu vois, il y avait un truc où vraiment elle était là en train de glisser sous la table. Et en face d'elle, il y avait donc Emmanuel Tamalet, le responsable de la directeur développement produit Lacoste Maroquinerie, et sa numéro 2. Et moi, petit à petit, du coup, j'essaye de donner un coup de main à Marine et de reprendre un peu la presse. Et t'as le mec, donc Emmanuel, il se tourne vers moi. Et Morgane, il fait, mais vous êtes qui, vous? C'est le stagiaire? Donc, ça fait une bonne barre de rire. Et je dis, non, en fait, c'est moi qui ai créé la boîte. Il me fait, mais non. Mais vous avez quel âge? Parce que tu vois, genre, tu vois la tête d'enfant que j'ai, tu vois. Et donc, forcément, là, j'ai quel âge? 2016, j'ai donc 26 ans, j'ai une tête de baby, hein, j'ai une tête de 21-22 ans. Et il me dit, mais vous avez quel âge? Et là, je lui dis, je répondrai qu'en présence de mon avocat. Je sais pas, il m'est venu un éclair de génie comme ça. Et il s'est tapé une barre de rire. On s'est tous tapé une barre de rire. La question n'est pas revenue. Mais derrière, on a ouvert une première collab où là, on a développé ensemble un sac à dos avec panneaux solaires, système de recharge de téléphone sans fil. Le mec avait adoré ce qu'on avait fait pour nous et pour Jérôme Dreyfus, mais il voulait le truc au-dessus, tu vois. Donc, autonomie, solaire, machin. On sort un sac à dos, tu tapes sur Internet, backpack, wireless charging, solar backpack, Lacoste, t'as les photos. Donc ça, c'est nous. Et on en a fait 10 000.
Donc, jolie collab. On aurait pu en faire beaucoup plus, en vrai, s'ils avaient poussé en com. Et donc, ça ouvre la voie à 14 collabs pendant 6 ans derrière, ouais. À peu près 6-7 ans de collab, donc on a fait 14. Et on avait un objectif à un moment, c'était de sortir plus de versions de collab que de noms d'iPhone. Tu vois, t'es là, ouais, on va dépasser l'iPhone 14, tu vois. Donc, c'était un peu notre délire. Et on a pu faire des choses comme, ouais, ce sac à dos, un autre sac à dos avec un système d'ouverture par empreinte digitale. On a fait des collections autour du smartphone aussi, des concepts produits de fou qui sont jamais sortis. Mais on s'est bien marré. Ouais, 2019 en plus, année charnière, parce que là, c'est le moment où, ce que j'avais pas dit, c'est que j'ai créé la boîte à Lyon. Et donc, j'étais à Lyon, et là, je tapais les allers-retours à Paris, donc assez crevant. Et donc, on arrive en 2019, et là, je dis à mon numéro 2, donc Cyril, qui était avec moi depuis quelques années déjà, et qui avait plus d'appart, et je lui dis, en fait, t'as le choix, soit tu trouves à Paris, soit tu trouves à Lyon. Et ce gros malin qui voulait absolument vivre à Paris trouve un appart en 2 semaines à Paris. Un truc qui est impossible à faire, même pour le plus parisien des Parisiens. 2 semaines, il y a son appart. Et là, je me dis, OK, c'est le moment. Il faut déménager à Paris. Parce qu'à Paris, tu as tous les sièges sociaux des grandes marques. Donc Lacoste, voilà, ça ouvre le moment de se dire, si on veut se développer, c'est là-bas qu'on doit être. Et moi, je voulais pas bouger si j'avais pas des bons plans. Et donc, c'est là qu'on intègre Station F en tant qu'alumni de l'EDEC. Et que moi, je trouve un bon plan appart dans le 16e, un truc pas cher, 550 € par mois, meilleur plan. Et du coup, je me dis, c'est le moment de déménager à Paris. Donc là, c'était janvier 2019, et c'est le moment de la période faste. Après Lacoste, il y a eu Fusalp, on a fait des vestes de ski chauffantes, on a bossé avec Louboutin, on a fait des petits sacs avec système de recharge aussi. On a bossé pour des très, très, très belles marques. Et c'est le moment où je me dis, tiens, j'avais cette ambition de créer un groupe, et du coup, comment je me diversifie ? Et donc, je décide de monter une branche développement durable, parce que ça arrive aussi au moment où moi, en termes de valeur, je me pose des questions. Je me dis, tiens, mais de l'électronique embarquée dans du produit de luxe, mais de l'obsolescence programmée dans du produit vaniteux, je commençais à perdre le fil, en fait. Je me disais, mais à quoi bon, tu vois ? Et donc, je me dis, on va essayer de réduire cette activité et de lancer en parallèle donc une activité plutôt recyclage, récupération des invendus, des stocks, des déchets, et comment j'en fais des produits innovants. Donc, on garde l'innovation produit, qui était le cœur de métier, et comment je l'adapte plutôt à des produits à impact. Et donc, on développe de rigueur green, et donc il y avait Point Green, Point Tech, plus tard il y a Point Smart qui arrive dans les Digital Twins. Et donc commence l'objectif et le rêve de monter un groupe. Et là arrive le Covid. Donc, bien sûr, le Covid, on s'attend à un moment rupture, tu vois. Et en fait, 2020, mars, c'est le moment où on est en crise, en pénurie de masques. Donc tu le vois venir, gros comme une maison. Moi, j'avais des fournisseurs en Chine, parce que sur l'électronique embarquée, je bosse beaucoup avec Shenzhen. Et à ce moment-là, ils me disent, les gars, en fait, on fabrique des masques, là. Maintenant, si t'en veux, tu nous dis. Moi, je me dis, OK, je mets juste un message sur LinkedIn, en mode, si vous cherchez des masques, je peux en avoir. Et je reçois 300, 400 messages, un délire. Vraiment, ça part dans tous les sens. Et donc, je commence à en emporter 50 000, mais vraiment de façon philanthropique. Et je les donne, parce que j'ai une famille que de médecins, donc je les donne à des médecins de médecins. Tu vois, vraiment, ça diffuse comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est le premier moment dans ma vie où mon père a vraiment compris ce que je faisais. C'est mon père médecin généraliste. Et là, il était fier de moi, tu vois, il en parlait à tout le monde. Ouais, mon fils, machin, les masques. Ok. Et donc, de fil en aiguille, à un moment, il y a un mec qui me contacte, via un contact de la BPI, et il me dit, moi, j'en veux 400 000. C'est un gars qui bossait proche de la grande distrib. 400 000. Et je lui dis, ok. Et donc, je savais pas combien ça coûtait un masque. Enfin, je savais pas combien lui donner en termes de prix. Donc, je structure la supply chain en 15 jours. Je donne un tarot. On fait les 400 000 premiers. Ça se passe bien. Je perds un peu d'argent. Et deuxième commande, 400 000 à nouveau. Puis après, 1 million. Puis 2 millions. Puis 5 millions. Vraiment, le truc est en train d'exploser. On a importé en tout 14 millions de masques chirurgicaux. Au bout d'un moment, j'ai dit à mon équipe commerciale, bon, les gars, là, on peut plus faire de commercial sur l'activité principale. Venez me donner un coup de main là-dessus. Et donc, en tout, je dois passer 4-5 mois vraiment à fond là-dedans. Et moi, j'étais confiné dans le sud de la France, dans un appart de famille, donc trop de la chance, au bord de la mer, avec 2 potes.
Et en fait, quand ça commence, je pense que mes journées, elles ressemblaient à ça. Je commençais 6 heures du mat pour être en relation avec le décalage horaire en Chine. 7 heures du mat, première clope. Là, tu vois, ça commençait à... Déjà, cardio, stress de ouf. Et je finissais à 3 heures du mat parce que mon client français, qui était hyper stressé, forcément, les montants étaient de plus en plus... genre 5 millions de masques, c'est énorme. Je crois que c'est ma première facture à plus d'1 million d'euros. Et donc, bah ouais, mes journées, elles étaient dingues. Et le niveau de tension, d'excitation, je crois que c'est la période professionnelle la plus excitante et la plus épuisante que j'ai jamais vécue de ma vie. Et donc, à un moment, bah, tu vois, délire, on en vient à louer un avion qu'on fait vider. Et je reçois des vidéos en Chine, à Hong Kong, sur le tarmac, en mode, bah voilà, on vidait l'avion, on remplissait avec les masques. Genre, j'ai des vidéos de malade. Et le moment où l'avion part, tu sais, un avion, c'est 500 000 euros. Hein, c'est un demi-million d'euros, un avion, à vide. Donc, en plus, il y a la cargaison. Franchement, ça aussi, ça a été le point culminant de stress. Et donc, au moment où l'avion part, je vois dans le journal en France qu'un avion avait été détourné par les Américains pour l'emmener sur le sol américain pour les approvisionner en masques. Et je me chie dessus. Je me dis, mais non, ils n'ont pas fait ça, c'est vraiment des cow-boys de l'espace. Et en fait, ouf, c'était pas notre avion. Mais je me suis dit, oh, mais chaud de ouf, non? Et donc, voilà, à la fin de ça, ouais, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 600 000 euros de bénéf. Et donc, je décide de tout réinvestir en RH. Donc, je recrute des gros profils en disant, on va relancer l'activité. Par exemple, Alessandro, 58 ans, 30 ans d'expérience dans le secteur du luxe. Vraiment une pointe, tu vois. Et donc, lui devient notre directeur commercial. En parallèle, je prends une consultante, Inès Ali, et je bosse avec elle pour monter un startup studio. Et donc, comme j'avais appris à l'époque, avec un maroquinier qui m'avait raconté ça, qui m'avait dit, si t'es pas mort, envoie plus fort. Et là, j'étais pas mort, donc j'envoyais plus fort. Mauvaise idée, parce qu'on arrive en 2022, et là, crise d'anxiété. En plein milieu d'un coaching où la nana me rentre un peu dedans, c'était une pote de mon père, elle me rentre un peu dedans, et là, je m'effondre. Et c'était une année où je me tenais grave l'estomac aussi, tu vois, donc je tournais au pantoprazole ou à l'oméprazole, enfin, tu vois, des trucs vraiment pour diminuer la douleur. Et donc, cette crise d'anxiété, elle arrive à un moment vraiment où j'ouvrais un ordi, ça commençait à me faire trembler, je comprenais pas pourquoi. Et je me retrouve avec cette sensation d'être au milieu de l'océan, de nuit, en train de me noyer. Tu vois, vraiment... et ça, c'est ça pour moi, la crise d'anxiété. C'est genre la noyade dans le noir, seul. Et j'appelais, tu sais, je me suis foutu dans mon lit, j'étais genre, je faisais au secours, au secours. Ridicule, tu vois, quand j'y réfléchis. Mais en même temps, ouais, j'étais fond là. Là, c'est vraiment le moment où ça s'effondre. Et donc, au bout d'un moment, mon médecin généraliste, à force de me filer des inhibiteurs de pompe à protons, me dit, ce serait quand même pas mal d'aller voir un gastrologue à l'hôpital franco-britannique. J'y vais, et là, il me diagnostique un ulcère de 7 mm. Plus un Helicobacter pylori qui avait provoqué, par l'anxiété, cet ulcère. Et là, je me dis, putain, j'ai quel âge? J'ai 32, 33 ans. Je me dis, merde, je vais quand même pas finir avec un ulcère. L'étape d'après, c'est le cancer de l'estomac. J'ai 32 ans, j'ai fait un ulcère, un cancer, non merci. Donc, c'est le moment où là, j'étais parti pendant 1 mois et demi au Brésil pour voir si je voulais pas m'installer là-bas avec ma meuf de l'époque. Et en revenant, mon DG qui me dit, gros, en fait, j'ai des problèmes familiaux, entre guillemets, je dois quitter la boîte. Et je comprends derrière ça qu'en fait, il arrivait au bout de ce qu'il pouvait donner pour l'aventure. Je le voyais paralysé, et je récupère les comptes de la boîte, et en fait, on était à sec. Il était paralysé pendant 1 an. Et il me l'a dit plus tard, en fait... il me dit, je sais pas, en fait, j'ai pas réussi à gérer une petite équipe de jeunes où il fallait être hyper opérationnel et vendant du service alors que je venais du produit. Et donc, il a paniqué, il a freeze de ouf. Et je m'en suis rendu compte, donc je l'avais senti un peu, tu vois, mais moi, j'étais incapable de lui dire stop, de reprendre la boîte. Et donc là, on revient donc après 1 an de son exercice, 2022-2023, je reprends la boîte en avril 2023. Et là, je me dis, je suis pas prêt à reprendre la DG. Donc, je vois avec Valentin, qui était mon directeur des opérations à l'époque, et je lui dis, voilà, ça te dit de reprendre la DG? Il me dit, ouais, je suis chaud, j'en rêve depuis le début.
Et lui, il est arrivé en alternance dans la boîte, tu vois. Donc là, il avait 23-24 ans. Et je me dis, mais c'est trop con, en fait. Depuis le début, j'aurais dû lui proposer de prendre le poste parce qu'il a la niaque. Il me dit, moi, j'ai la grinta. Même s'il n'a pas tu vois, le savoir-faire ou le réseau, il a l'énergie. Et c'est ça qu'il fallait, en fait, pour une boîte en développement. Mais là, c'est trop tard. On n'a plus la thune. Et donc, je pars en négociation avec les banques pendant tout l'été. En parallèle, lui, avec l'équipe, il relance de ouf l'activité. Mais ça suffit pas, tu vois, vraiment. On n'avait vraiment plus la trésor pour tenir. Et puis, on était 12, 10. Tu vois, il fallait tenir aussi les sorties de salaire. Donc, plus time. Et donc, conciliation avec les banques. Ils me disent, OK, pour faire un report d'échéance de prêt d'1 an, à condition que vous renflouiez les caisses. Et donc là, on était sur un fonds propre négatif à moins 80 000. Ils me disent, vous devez mettre 80 000 € de votre poche. Moi, je ne sais pas. Donc, je vous la montre. Et j'attends de choper un crédit d'impôt innovation pour pouvoir commencer à éponger un peu les dettes. Et moi, c'est le moment où, pendant l'été 2023, tu vois, là, je déjeune avec mon pote Grégor, qui est coach. Et je lui dis, gros, est-ce que je peux m'ouvrir à toi parce que là, ça va pas. Il me dit, ouais, pas de souci. Il me dit, tu te sens comment? Je lui dis, je me sens un peu comme une mouche collée sur un papier tue-mouche. Et il me dit, ok, mais plutôt comme ça, qui me fait les bras rapprochés, ou comme ça, les bras écartés. Et je le vois pas venir. Je lui dis, bah, comme ça, tu vois, les bras écartés. Et je le vois pas venir, et on continue la discussion. Et il me dit, ta tête, elle te dit quoi? Je dis, j'arrête. Ton cœur, il dit quoi? J'arrête. Ton ventre, il dit quoi? J'arrête. Ton sub, il dit quoi? J'arrête. Et il me dit, mais pourquoi t'arrêtes pas? J'ai aucune idée. Franchement, aucune idée. Et il me dit, tu sais quoi? Tu me fais penser à ces héroïnomanes, donc addicts de ouf, qui savent que c'est mauvais pour leur santé, et en même temps, ils peuvent pas faire autrement. Et il me dit, t'as peut-être une addiction à un truc. Et je dis, ouais, peut-être. J'ai sûrement une addiction à la boîte. Et en fait, on creuse, et là, on capte que j'ai une addiction à ce que j'ai appelé plus tard le syndrome du sauveur sacrificiel. Le truc qui me donnait de la valeur, ou que je croyais me donner de la valeur en me sacrifiant, parce que j'avais arrêté de me payer, j'avais mon ulcère. Enfin, tu vois, l'ulcère, c'est quand même là, hein. Le Christ en croix, et en fait, il y avait cette image judéo-chrétienne du Christ qui se sacrifie pour laver les péchés. Et c'est marrant d'ailleurs, l'ulcère qui soit là, tu vois, l'endroit où il est percé avec la lance. Enfin bref, et je me rends compte à quel point c'est intégré dans notre culture, ce truc de sauveur, de sacrifice. Et donc, quand j'en prends conscience et que je me rends compte que je suis le seul à me raconter cette histoire et que ça n'a aucun sens, tu vois. Aucun pote à moi me dit « Ouais, gros, ce qu'on aime chez toi, c'est ta façon de te sacrifier. » Jamais. Et je me dis, c'est moi qui me raconte cette histoire et ça s'arrête. Parce que là, la prochaine étape, c'est le cancer. Et donc, bah, c'est là que je décide. Donc là, cette discussion en août, je chope le crédit d'impôt innovation. Et en septembre, je dépose le dossier de cessation de paiement et liquidation. Donc, je décide la liquidation, pas le redressement. Donc là, le 21 septembre, la liquidation est prononcée, en tout cas le début du truc. Et je savais très bien à quoi je m'exposais parce que j'avais contracté avec la boîte un prêt pour faire une réduction de capital 1 an plus tôt. Tu sais, là où je pensais vraiment que ça allait être oufissime, qu'on allait lancer Startup Studio. Moi, je me dis, on est 19 associés, il faut réduire. Il y en avait un en plus qui me tenait par un contrat. Donc, je fais réduction de capital, j'emprunte 300 000 € à la banque et c'est facile quand tu as de l'argent. Parce que du coup, on avait les 600 000 € dans les caisses. Donc, la banque, elle me dit, OK, mais caution. La BNP me demande 103 500 € de signer pour la caution solidaire. Le Crédit Mutuel me bloque 70 000 € de ce trésor des masques. Et donc, je savais très bien qu'en fermant la boîte, j'allais avoir ça qui allait me tomber sur le coin du pif. On est au moment où le déconfinement était annoncé par Emmanuel Macron. Et là, donc j'étais encore dans le sud avec mes 2 potes, déconfinement, et je tape mini-déprime dans mon bed, impossible de sortir pendant 2 jours. Et donc mes potes me nourrissent carrément, enfin genre... et donc après ça, la vie reprend son cours. Je réalise quand même au passage que j'ai participé à un désastre écologique, parce que là c'est le moment des masques jetés à droite à gauche, la pollution des eaux. Donc là, ça accélère ma prise de conscience écologique en me disant, mais
mais merde, en fait. Déjà, je pensais que le monde serait meilleur parce qu'il y aurait une forme de solidarité. Tu parles, je sors limite d'un syndrome post-traumatique de guerre. C'est où je m'étais mis en mode mercenaire. Et là, je me dis, OK, la vie va reprendre son cours. Et en fait, moi, pendant le Covid, mes équipes, on était à distance, donc on se faisait des réunions à distance. Mais j'avais donné aussi beaucoup d'autonomie à mon directeur technique, Lucas, qui était un mec avec qui je bossais depuis longtemps, parce qu'il a été stagiaire chez nous. Je m'étais trop bien entendu avec lui. Il était parti après bosser aux États-Unis. Il est revenu comme directeur technique après que je lui propose de rejoindre l'équipe, l'aventure. Et vraiment, cœur, quoi. Vraiment, tu sais, c'est un peu le start-upper de ce moment-là. Son équipe, c'est sa famille, tu vois. Et donc, on a fait les 400 coups. On est parti à Moscou ensemble pour un client. Il venait dormir à la maison. Enfin, c'était devenu un ami. Et en fait, à ce moment-là, donc je me rends compte trop tard qu'il revient du Covid. On se retrouve au bureau et là, je sentais quelqu'un d'aigri, tu vois, en colère. Et je vois, je comprenais pas pourquoi il y avait la surproduction documentaire. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc comme si l'autonomie lui avait créé un boss au-dessus de lui-même qui était lui-même en plus dur. Donc, tu vois, profil ingénieur très exigeant, on dit travaillomane ou analyste maintenant dans Processcom, et très très dur avec lui-même. Et du coup, qui avait intégré cette pression parce qu'il n'y avait plus le cadre, parce que je tenais plus le cadre en fait. Et je me suis rendu compte plus tard qu'un chef d'entreprise a besoin de tenir le cadre. C'est un peu comme une piscine dans laquelle les gens plongent. Et si tu tiens pas les murs de la piscine, l'eau s'en va. Et donc, je décide de lui proposer de déjeuner. Et c'est le moment où il me dit, je veux quitter la boîte. Et je lui dis, ok, pas de souci, mais moi j'adore bosser avec toi. Quand même, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Est-ce qu'il y a des trucs qui te rendraient la vie plus cool? Non, je veux partir. Ok, t'es pas enfermé, rupture co. Et pendant la rupture co, en fait, il était tellement en panique du process qu'il voulait prendre des avocats. Et moi, je lui disais, mais gros, en fait, ça se passe comme ça, en fait. C'est très rythmé, une rupture co. Moi, c'était ma première, donc je découvrais aussi. Mais son angoisse fait qu'à un moment, moi, je me suis aussi braqué. Et quand il a fallu parler des variables, de combien il serait payé pendant la rupture co, machin, de son bonus, je pinaille. Je dis, t'as décidé de pinailler, je vais pinailler. Là, t'as un jour de retard. Non. Et donc, ça le fait vriller de ouf. Et là, c'est le moment où il jette la table et il me traite de tyran. Et en fait, je rigole parce que ça m'a détruit, en fait. Tu vois. En fait, c'est vraiment le moment où j'ai perdu complètement confiance dans l'équipe et dans le rapport humain. Je savais pas, en fait, est-ce que je faisais souffrir les gens? Est-ce que c'était moi la cause du problème? Ou est-ce que il y avait des choses sur lesquelles j'avais pas la main, notamment s'il avait burn-outé pendant le Covid et que j'étais pas là, je pouvais pas le voir et qu'on n'avait pas pu anticiper le truc. Donc, où est la responsabilité, tu vois? De toute façon, c'est toujours une co-responsabilité dans les relations. Mais là, ça me met en peur, en panique. Et du coup, je commence à m'extraire de l'équipe. Là où j'étais très dedans, là, je commence à prendre du recul. Et c'est le moment où, en fait, je perds le fil, tu vois. Et donc, ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans comme ça. Et puis, le recrutement se fond, l'équipe te ressemble plus. Et donc, vraiment, une complètement coupée. Donc là, on est au 21 septembre 2023, liquidation actée, et c'est les jours d'après. Donc forcément, il y a une sensation de libération, mais je sais que la liberté a un prix, c'était la caution solidaire, à peu près 100 000 balles. Et commence cette phase de, tu sais, la courbe du deuil. Donc après la surprise, il y a le marchandage. Et donc là, je me vois marchander, discuter avec certains membres de l'équipe, ça dit, on reprend certains projets, on se continue, on reprend tel client dans le développement durable, ou on relance un projet, une boîte qui va être spécialisée dans le recyclage du textile. En fait, ça tombe à l'eau, parce que forcément, moi, ça partait d'une énergie de, tu sais, des doigts sous la passoire, tu vois, d'essayer de récupérer ce que je pouvais récupérer. Donc, l'énergie du marchandage. Derrière, j'ai la colère, quoi. Parce que ça marche pas. Parce que, je perds tout. Parce que je prends vraiment conscience, en fait, que je perds aussi mon identité, tu vois. J'étais chef d'entreprise pendant 10 ans. On m'appelait Adrien de rigueur, c'est-à-dire que
sans ça, j'existais pas. Et donc là, il faut se redéfinir. C'est qui moi? C'est qui Adrien, sans de rigueur? Et donc, t'as la phase de colère, t'as la phase de frustration, puis petit à petit d'acceptation. Et donc là, en parallèle de ça, moi, je décide d'accélérer le process. Et je me dis, tiens, je tue le Christ en moi, puisque le syndrome du sauveur sacrificiel, qui m'avait amené en cette prise de conscience à fermer la boîte. Et je me dis, c'est mes 33 ans. Il n'y a pas de hasard. Et je décide de les fêter en 3 fois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je suis un malade. Et du coup, le Père, je décide de faire une teuf plutôt pro. Et je voulais créer un événement privé en invitant des gens qui ont suivi l'aventure. Mais en fait, sans faire exprès, je le mets en public. Et donc, on fait à l'Audierne, un bar juste à côté de Station F, où on squattait beaucoup. Et donc, j'ai une 50aine de personnes qui débarquent, des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans. Vraiment incroyable. Après le Père, il y a le Fils. Donc là, je pars le jour de mon anniversaire en retraite dans une teuf mini-festival qui s'appelle le Havre de Perche. C'était incroyable. Et le dernier, le Saint-Esprit, je le fais dans un studio à Saint-Ouen, double anniversaire avec un pote brésilien. Et là, on a 70 personnes, mais c'est too much. Vraiment, la responsabilité de l'orga, tout ça, ça m'a épuisé. Je sentais vraiment que ça me remettait en anxiété, et que c'était pas bon pour moi, et que j'étais peut-être allé un peu trop vite dans le process. Et donc là, on arrive, c'est janvier, j'essaie de faire des missions. Je vois que pareil, ça me remet très vite dans l'anxiété. Et donc, je décide de m'arrêter un petit peu. Février, mars, je reprends mes recherches, mais plutôt à cause d'une peur de la précarité. Et moi, en parallèle, du coup, j'étais accompagné par 60 000 rebonds, super association qui accompagne au rebond entrepreneurial. Et Jean-Marc, mon coach, me dit « Ok, peur de la précarité, on va poser les chiffres. » Tu vois, et je me rends compte que j'ai des missions en fin d'année qui arrivent. Je suis consultant carrière à l'EDEC. Je faisais ça depuis 5 ans et je savais que ça allait le faire, tu vois. Et donc, il me dit « Ça va, ça c'est assuré, ça c'est assuré. Donc en fait, t'es pas en danger financièrement. » Je dis « Ah ouais. » Tant mieux, parce que, en fait, dans ma panique, j'avais commencé à postuler à plein de jobs CDI, Lacoste, Hermès, Chanel, BPI, que des vents, que des stops. Frère, je me dis, waouh, en fait, c'est difficile de retourner dans la matrice une fois que t'en es sorti. Et surtout que j'ai jamais eu de CDI, donc je sais même pas ce que c'est. Et le coup du spectacle par rapport à ça, c'est assez marrant, parce qu'en fait, 3 mois plus tard, je pense là cette année, je vais boire un verre avec un pote de chez Lacoste, et là je tombe sur le mec qui a eu mon CV sous les yeux, Sébastien. Et Sébastien me dit, mais en fait quand j'ai eu ton CV, je me suis dit, mais tu vas te faire chier chez nous. Et donc c'est pour ça que je t'ai pas pris. Et en fait on est devenus trop potes avec Sébastien, parce qu'en fait donc là ce sera la partie plus ésotérique, spiritualité de mon développement. Sa meuf est brésilienne, prof de Kundalini, je sais pas quoi, donc en fait on parle de psychotropes, on parle de tantra, on parle de plein de trucs, et il me dit, mais ouais, en fait, t'as bien mieux fait de suivre ta voie plutôt que de venir bosser en grand groupe. Et donc là, je reboucle du coup à ce moment où j'avais postulé chez lui, et je me dis, mais en fait, il y a nulle part où ça passe. Vraiment, c'est que des impasses. J'ai l'impression d'être face à, tu vois, à des portes que j'essayais d'enfoncer, et ça ouvrait pas. Et je me dis, mais Adrien, mais là, c'est le moment de changer radicalement de façon de voir les choses et de façon de penser. Et je me dis, au lieu d'essayer de forcer les portes fermées, laisse-toi aspirer par la vie. Et je me dis, voilà, un peu comme en Formule 1, où tu es derrière une voiture, tu te laisses aspirer. Et donc là, je me dis, ok, il est où mon élan de vie? Où est-ce que je sens qu'il y a de la vie, entre guillemets? Où est-ce que je sens que ça vibre? Et ça faisait 2 ans et demi que je faisais du tantra avec ma meuf de l'époque. Tantra, pratique spirituelle et technique, en fait, hindouiste, qui vise à l'art de la présence, à l'éveil des consciences et l'art de la présence. Pas du tout le truc qu'on projette dans les croyances populaires de la sexualité sans les mains. Non, on n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt sur le néo-tantra, un truc très dev perso, de rencontre de ses émotions et de psychocorporel. Et je me dis, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'avais déjà donné des ateliers d'initiation en festival, et ça s'était trop bien passé. J'avais une bonne vibe de facilitateur, vraiment j'arrive à créer des univers, des atmosphères. Et je me dis, là-dessus. Et donc, je lance mon premier atelier avec, du coup, Inès, ma meuf, à ce moment-là. Et en 3 jours, il est rempli. Et au bout de 3 jours, on lance une deuxième date. Pareil, rempli en 1 semaine. Et là, j'en suis à mon 8e.
Et donc, ça a cartonné, en fait. Ça a super bien fonctionné. Et donc, ça représente 50% de ma vie. 50% de ma vie, je suis dans des pratiques spirituelles, d'art de la présence et de reconnexion à soi. Et deuxième partie de ma vie, j'utilise ça en entreprise sur des dirigeants et des étudiants à l'EDEC sur comment réussir à entreprendre sans se cramer. Comment se remettre au centre de sa vie, comment fluidifier ses émotions et s'aligner, que j'appelle ça, s'aligner tête, cœur, corps. Et donc, voilà, ça représente maintenant, on va dire quasiment la totalité de mes activités, avec des trucs un peu random, parfois des missions qu'on me propose, que je dois garder confidentielles. Bah, 10 ans d'expérience quand même assez incroyable. 12 employés, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, des voyages dans le monde entier, beaucoup de vie à l'extérieur en fait, d'innovation. Donc une vie qui s'est passée 10 ans à l'extérieur. Et là aujourd'hui que je suis dans des voyages plus intérieurs, s'il y a un truc que j'aimerais partager, c'est de chercher l'alignement. De chercher l'alignement, ce que je disais, tête, cœur, corps. Et en fait, dans cet alignement, c'est-à-dire suivre l'instinct, l'intuition, c'est-à-dire ton intuition, tu l'écoutes pas, mais en fait, si tu l'écoutes pas, tu as beaucoup moins de chances d'être heureux dans ta vie que si tu l'écoutes. Et cet alignement, c'est-à-dire sentir les choses, sortir de la tête, parce qu'en fait, on est constamment dans ces sociétés cartésiennes à penser, à ruminer, à faire des probabilités, à calculer, et en fait, redescendre dans l'intelligence du corps, sentir ce qui est juste pour soi, là où ça vibre, se connecter aussi au cœur, à ce truc qui jubile quand tu as une idée. Tu vois, hier, j'ai eu une idée, je sais pas, j'allais me coucher et je me suis dit, en fait, pourquoi je partirais pas à Bali monter des cabanes dans les arbres? Ça m'a hyper excité, j'ai pas réussi à me coucher avant 3h du mat. Bref, donc, maintenant, est-ce que j'écoute cette intuition? Et est-ce que mon cerveau, qui est juste là pour dire oui ou non, c'est juste un aiguillage? Et on doit arrêter de se fatiguer dans le cerveau, à se poser 1000 questions. Oui, summer body, est-ce que je mange une glace à la vanille ou une glace au chocolat? Enfin, genre, on lâche. Le cerveau, il est là pour dire oui ou non. Et s'il dit oui, le corps, il suit. Et c'est parti, on le fait, tu vois. Peut-être que je vais me retrouver à Bali dans 1 mois et demi. Et donc, voilà, cet alignement, c'est quelque chose que je trouve essentiel pour monter un projet. Parce que si on n'est pas aligné à l'intérieur, on ne peut pas être aligné à l'extérieur. L'extérieur n'est que la conséquence de qui on est à l'intérieur. Et donc, c'est l'exemple que je donne souvent, celui de la radio à l'ancienne avec le gros bouton au milieu où tu cherches ta fréquence. Quand tu es aligné à l'intérieur, tu cherches ton alignement à l'extérieur et tant que tu ne l'es pas, ça fait... Et au moment où tu trouves cet alignement à l'extérieur, quand tu alignes ton projet de vie avec qui tu es vraiment à l'intérieur, c'est là que ça chante. C'est là que ça... Oh! Et donc, on dit, ouais, l'argent, machin, bah oui, évidemment, quand tu es bloqué par des problématiques alimentaires, tu peux pas chercher cet alignement. Donc ouais, c'est quand même un truc de privilégié, de ouf. Et en fait, quand tu y arrives, tu te rends compte que l'argent, en fait, c'est pas super important. Tu sais, aujourd'hui, j'ai pas de loyer. Je suis en nomade de ouf. Là, je suis chez un pote, je repars dans le sud dans pas longtemps, après c'est Noël, je fais Vipassana, une retraite de 10 jours de méditation pour le nouvel an. Enfin, genre, en fait, t'as pas besoin de beaucoup d'argent. Je pense que, ouais, déjà, ton loyer, c'est le premier truc qui t'enchaîne à ton salaire, et ton salaire qui t'enchaîne à ton emprunt, et qui t'enchaîne à une vie. Voilà, en résumé, l'alignement. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude. Quand on plante, on repousse. Planté.